06 M31. Cette date, qui allait bientôt demeurer dans les annales de l'impérium de l'humanité, comme synonyme du massacre du site d'atterrissage, fut également celle de l'avènement d'une figure singulière et un pur produit de l'époque de l'âge des ténèbres. L'homme qui se ferait ensuite connaître dans le vide de l'espace sous le nom de Dracon naquit donc, d'après le peu d'informations dont disposent les itérateurs, sous la croûte terrestre meurtrie d'Ist-25. Il en serait sa descendance, forgée par cette planète maudite et le cataclysme qui s'y déroula, et porterait son héritage parmi les étoiles durant l'hérésie d'Horus. Lorsque les légions loyalistes des Iron Hands, Salamanders et Ravengard subirent de plein fouet les conséquences de la perfidie des légions traîtres, ce qui aurait dû être une expédition punitive se transforma en lutte pour la survie. En plein cœur du chaos d'Ist-25, où des dizaines de milliers d'Astartes s'entretuaient, plusieurs légions recoururent à des armes jusqu'alors interdites. Des missiles bactériologiques tombaient comme des gouttes de pluie sur une terre vitrifiée, tandis que des engins à radiation étaient déployés dans un but d'extermination, poussant des poches de survivants à se terrer sous terre. Cherchant refuge dans les réseaux complexes et profonds des bunkers souterrains, les tunnels dans lesquels ces guerriers s'engouffrèrent couvraient des centaines de kilomètres sous la surface d'Ist-25. Ce fut le cas d'un groupe de combat Astartes, composé de survivants de Salamanders et de Ravengard. Cette escouade avait réussi à fuir la surface et à sceller la porte d'un bunker pour s'enfoncer dans les ténèbres et y chercher refuge. Ces loyalistes avaient été les témoins de la destruction quasi totale de leurs légions respectives à la surface de la planète, et beaucoup d'entre eux gardaient le silence, choqués des horreurs qu'ils n'avaient jamais cru possibles des mains de leurs anciens alliés. À leur tête, un sergent vétéran des Salamanders, nommé Nazar. C'est dans cet enfer de métal et de roches, sous les profondeurs d'un monde irradié, que ce groupe de combat lutta pour sa survie pendant plusieurs jours. Loin de la lumière du soleil, Nazar et ses hommes arpentèrent les tunnels du complexe souterrain, dans l'espoir de trouver un quelconque moyen de s'échapper d'Istvan. Dans le silence pesant qui régnait, on espérait ne pas croiser la route d'escouade de marines traîtres, envoyés pour nettoyer les tunnels par le maître de guerre. Cependant, au 8e matin, quelque chose se passa à laquelle le groupe de combat ne s'attendait pas, et à l'heure du destin, un choix crucial allait devoir être fait. Bonjour à tous, du coup je vous rejoins aujourd'hui pour cette petite présentation de mon armée, donc une sorte d'armée showcase. C'est ma force principale d'Horus Heresy, j'ai voulu la mettre en scène et vous donner un petit peu du lore qui m'a motivé à, disons, la réaliser. Ce lore c'est moi qui l'ai écrit, vous en trouverez d'ailleurs la deuxième partie de ce petit épisode à la fin de la vidéo. Du coup, voici la compagnie destroyer de Dracon. Donc Dracon, vous aurez compris que c'est le capitaine, c'est un peu le seigneur de guerre qui va mener ses Black Shield au combat. Parmi les Black Shield, il y en a des purs loyalistes, des purs traîtres, et puis d'autres on ne sait pas trop. Là, on se range plutôt du côté renégat, c'est-à-dire pas vraiment traître, pas vraiment loyaliste non plus, opportuniste, on va dire. J'ai trouvé ça intéressant. Lors de la V2 de Horus Heresy, on nous a permis de faire nos règles Black Shield, et j'ai trouvé vraiment que c'était super intéressant parce que ce sont des règles qui nous permettent de customiser une force de A à Z. Et moi c'est ça que je cherchais, après avoir fait un petit peu d'Imperial Fist, etc. Je cherchais vraiment une force sur laquelle je pouvais mettre vraiment ma personnalité dedans. Et je trouvais drôle le fait d'utiliser des destroyers, puisqu'on en voyait assez peu en V2. J'ai trouvé que l'idée de survivants d'Istvan qui auraient mis la main sur des armes interdites, du phosphex, des armes toxiques, à radiation, etc. Je trouvais ça très drôle. Du coup, c'était ça mon thème quand j'ai décidé de créer l'armée. Donc il y a eu beaucoup de travail de recherche avant, c'est un peu l'armée que j'ai le plus fait en termes de travail de recherche. Et je me suis éclaté parce que du coup, j'avais fait un tel travail de notes, de recherche, que quand il est venu temps de construire l'armée, eh bien, en fait, j'ai vraiment pas perdu de temps et je l'ai assemblé en un temps record. Alors bien que j'ai plus de 3000 points aujourd'hui.
Là aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, du coup, ce sont les Black Shield Destroyers à proprement parler, donc tous les Space Marines de mon armée. Et peut-être lors d'une prochaine vidéo, je vous présenterai la division blindée de l'armée, la division mécanique également, puisqu'ils ont des automates et des robots de guerre. Et bien sûr, les personnages, vous en trouverez un peu, mais pas tous, lors de cette vidéo. Du coup, pour illustrer un petit peu l'idée de criminels de guerre avec des armes interdites, phosphex, toxiques, etc., en fait, je me suis basé sur les 2 traits de légion qu'on a le droit de piocher quand on est Black Shield. C'est un peu l'équivalent des rites de guerre de légion, sauf que là, en fait, vous prenez ce qui vous intéresse et vous en assemblez 2, et ça vous fait vos traits de légion, votre trait de légion. Du coup, moi, celui que je choisis, c'est l'arsenal de légion, donc ça veut dire que j'ai le droit de piocher dans l'arsenal de guerre d'une légion qui existe pour mes Black Shield. Donc j'ai choisi la Death Guard, parce que la Death Guard, en fait, donne accès à mes Black Shield au remplacement de toutes leurs armes à flammes de lance-flammes toxiques. Donc en fait, ce sont des lance-flammes qui, au lieu d'être force 3 tout bêtement, en fait, vont être force 3, mais qui vont avoir fléau de la chair et surchauffe. Donc faut faire attention parce que ça peut exploser dans les mains de vos Marines. Donc ça rentre dans le côté arme un peu volatile, etc. Mais le fait que ce soit fléau de la chair et que ce soit des flammes vraiment toxiques, empoisonnées, ça rentre parfaitement dans le délire. Et en plus c'est assez fort puisque, pour info, fléau de la chair, ça fait que toutes les blesses, ça blesse à 2+. Donc en fait, même si c'est facile de se défendre contre, vous aurez énormément de blessures avec des arcs de lance-flammes qui vont cramer vos adversaires, mais en plus vous allez les blesser très facilement. Donc forcément, même si eux ils ont une bonne armure, il va forcément y avoir 2 ou 3 blessures qui passent, c'est vraiment sympa. J'aime bien le côté feu vert, feu grégeois, tout ça, ça rentre parfaitement dans le délire. Le deuxième trait de légion que j'ai choisi, c'est celui, je crois qu'en anglais c'est Pride is our armor, donc ça veut dire, il me semble que c'est celui-là. C'est celui qui vous permet en fait de ne plus avoir de slots de troupes, mais à la place d'avoir 6 slots élites. Et en fait, vos slots troupes passent élite, c'est-à-dire qu'en fait, la base de votre armée, c'est des élites. Et vos vétérans, vous pouvez leur payer en bonus, le mot-clé ligne, etc. Moi, c'est pas le cas parce que je n'ai pas de vétérans de légion. Mais du coup, mes destroyers, qui sont la force basique de mon armée, vont devenir en fait l'équivalent de troupes. C'est eux qui vont remplir le quota de troupes, on va dire. Ils n'ont pas ligne. Donc malheureusement, mon armée, j'ai dû passer par d'autres unités pour leur donner ligne, notamment des automates. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'idée, c'est pas forcément de prendre les objectifs, ça va être vraiment de les détruire, ça va être de massacrer vos adversaires avant que eux ils prennent vos objectifs. Du coup, je vais vous présenter maintenant un petit peu le travail de conversion que j'ai fait, le travail de peinture que j'ai fait, le travail de conception que j'ai fait, et puis bien sûr vous parler un petit peu du lore si je peux. Donc là vous avez la première escouade que j'ai faite, alors ils sont 10 normalement, là je vous les montre par 5. Ce sont du coup des Mortalis Destroyers, donc c'est-à-dire les destroyers à pied. Cette escouade s'appelle l'escouade Sacrifice. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que au lieu d'avoir des marquages de légion, ils ont des marquages personnels vu que ce sont des Black Shield. Et vous les trouvez du coup sur leurs épaulières, vous voyez que c'est la marque du sacrifice de Berserk que j'ai un peu arrangé. Parce que bon, Berserk c'est cool, hein. Du coup, voilà, esthétiquement je voulais me rapprocher de ça. J'ai beaucoup aimé du coup bosser un petit peu sur cette esthétique, donc c'est voilà, vous avez l'escouade sacrifice devant vous, du moins 50%. Donc l'escouade sacrifice, elle est basée sur des destroyers avec pistolet akimbo, qui sont pas très forts, hein, ils servent essentiellement de chair à canon, hein, ils vont essentiellement attaquer en rajoutant des blessures à 12 pouces, bon c'est pas génial, mais ça fait le taf. Mais ce qui va nous intéresser dans l'escouade sacrifice, c'est qu'il y a 2 lance-missiles avec des missiles radioactifs, et en fait ces missiles radioactifs ont la bonne idée en fait de, s'il faut une blessure, réduire l'endurance de la cible de 1 pendant toute la game. Et ça c'est très fort, pourquoi ? Parce que ça vous fait passer des paliers. Donc ça veut dire que toutes vos figurines après, au lieu de les blesser par exemple sur 4+, avec leur pistolet, ils vont les blesser sur 3+. Donc en fait ça augmente énormément vos chances de blesser avec la majorité de vos armes, fussent-elles pas très fortes. Ensuite, le sergent de cette unité, il a un Thunderhammer. L'idée c'était vraiment encore une fois d'avoir des troupes d'élite qui sont très bien armées. Ils vont avoir des bombes toxiques de la Death Guard, donc quand vous les chargez, vous avez des chances de prendre des blessures. Les destroyers eux-mêmes
on contre-attaque, donc ça veut dire que si vous attaquez en charge des Black Shield Destroyer, vous avez une attaque supplémentaire à faire attention contre vous, donc ils ont que des épées tronçonneuses, mais voilà, ça augmente petit à petit. Donc l'idée en fait c'était d'avoir des troupes de base qui sont comme ceci. Je vais vous parler un petit peu du processus de création parce que ça me semble plutôt bienvenu d'en parler maintenant alors que c'est une escouade vraiment de base. Donc pour cette armée, ce que j'ai fait c'est que je voulais un côté Black Shield un peu non identifié avec la peinture qui est partie de leurs anciennes légions, tout en les peignant un petit peu en noir. Mais je voulais pas un noir voilà trop fade, donc ce que j'ai fait c'est que je les prime en noir, ensuite je les soit à l'airbrush soit au brossage comme vous les peignez entièrement en métallique ou en argent, etc. Enfin suivant le niveau de luminosité que vous voulez. Et après pour la couche de base, je prends mon airbrush et j'ai fait des petites couches de la couleur principale. Donc comment je l'ai obtenu ce noir ? C'est un mélange. J'ai mélangé 50% de contraste Black Legion, donc c'est la contraste noire, et 50% de contraste Agaros Dune, donc c'est une contraste marron. Et du coup ça vous donne ce noir un peu chaud avec des reflets un petit peu marron, qui est assez sympa, c'est-à-dire que du coup vous n'avez pas de problème pour vous démarquer du reste. Une fois que ça c'est fait, eh bien en fait on peut faire des petits du petit edge highlighting avec de l'argenté clair, vous voyez, pour faire ressortir les volumes quand même, et ça vous permet d'avoir du coup des volumes bien définis même si votre armure entière est noire. J'ai voulu, vu que c'est vraiment de l'army painting, j'ai voulu vraiment avoir une méthodologie de peinture qui était simple. C'est-à-dire que vous allez avoir un processus que vous allez répéter très facilement sur un grand nombre de choses. Donc l'airbrush aide, mais c'est pas nécessaire. Donc ça veut dire que par exemple tous les motifs argentés de l'armure, c'est-à-dire tout le métal, leurs sangles, les petits studs qu'ils ont sur les épaules ou les genouillères, etc. Et bien en fait, ce sont des choses très faciles à faire. Ce n'est qu'en fait une seule couche de métal et après je mets une petite ouache dessus, mais à peine. Je limite le travail. En fait, moi je suis vraiment dans l'idée work smart. On va travailler intelligemment plutôt que de travailler dur, pour avoir le maximum de résultats avec le minimum de travail. C'est ce que je fais en tout cas pour de l'army painting, et ça a payé je pense pour cette force. Pour les yeux, je les peins en blanc, entièrement. Ensuite je passe du Blood Angel Red, donc c'est la contraste rouge de Games Workshop. Je passe un peu dilué, j'en passe une ou deux couches dans tous les yeux, et puis un petit peu autour aussi, parce que ça permet de teindre un petit peu le métal. Et ensuite, je refais le centre de la lentille juste en blanc. Et voilà. Pas besoin d'effets supplémentaires, en 2 minutes c'est fait, et vous avez une escouade avec tous les yeux qui sont faits. Il n'y a pas besoin d'une grande précision, hein. Il suffit de tenir le pinceau un peu en oblique, et voilà, vous allez toucher les yeux. En termes de conversion, je vous en parle maintenant, parce que la conversion de ces figurines, en fait, mon armée entière, ce sont des conversions. Il n'y a pas un seul kit qui est unique dans cette armée. Pour certaines armes, comme par exemple les Thunder Hammer, je me suis fourni sur Etsy. J'ai acheté à l'unité des Thunder Hammer équipés de bras, etc. parce que j'en avais plus. Et ça me permet du coup de payer moins cher, parce que je préfère payer, moi, si vous voulez, 5€ 3 Thunder Hammer plutôt que de devoir acheter 5 boîtes de Grey pour avoir des Thunder Hammer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc sur Etsy, vous avez des possibilités comme ça. Ensuite, j'ai mélangé le kit des Destroyer Mortalis, qui va me donner du coup toutes les armes spéciales, tous les bras avec les pistolets akimbo, tous les backpacks et tous les casques. Les casques, c'est un élément très important pour les Black Shield Destroyer. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un casque MK4 qui est customisé. Vous voyez qu'il ne ressemble à aucun autre casque Space Marine, et c'est vraiment ça qui donne l'identité visuelle de mon armée. Ce casque est équipé d'un respirateur amélioré qui va bloquer les radiations, qui va bloquer l'empoisonnement. Et en fait, c'est ça qui va donner aux Destroyers vraiment leur côté visuel reconnaissable, si vous voulez. Et ça, pour moi, vous faites des Destroyers, vous n'avez pas ces casques-là, déjà c'est compliqué. Vous pouvez aussi acheter ces casques à l'unité. Alors ça coûte cher sur Tortuga Bay. Tortuga Bay, c'est un site qui vend des bits non officiels, mais d'inspiration officielle. Et je vais en parler juste là, puisque en fait, tous les corps que vous voyez là sont des MK4 True Scale. Donc à l'époque où on n'avait pas de MK4 True Scale, on les a toujours pas à l'heure où je vous en parle.
d'accord? True Scale, sur lesquels j'ai collé les bras, les armes, les épaules, les backpacks et les casques des kits officiels. Donc, c'est une armée qui coûte de l'argent, mais j'ai dû couper les coûts au maximum en me fournissant intelligemment. Mais bon, j'étais prêt à payer pour avoir cette armée de toute façon, que voilà, c'est une question qui se pose pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez devant vous du coup des MK4 True Scale, alors que ça n'existait pas à l'époque, d'accord? Et s'il vous manque des casques pour faire vos Black Shield, vous en avez également sur le même site Tortuga Bay, des casques Destroyer qui ressemblent à ceux-ci. Tortuga Bay ça coûte un peu cher, mais la qualité d'impression est au top. Et vous avez plein de modèles différents pour vos légions de Horus Heresy, c'est vraiment pas mal. Si vous avez des bits, vous trouverez également dans mon armée des options qui vont être attachées à leurs jambes. Vous voyez par exemple des grenades, des bombes, etc. que j'ai pas en vert fluo, qui vont me permettre en fait de renforcer l'aspect toxique. C'est peut-être des canettes de monstres, énergie, breuvage, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez ces petites options là qui sont et fournies dans le kit normal des Destroyers et fournies également sur Tortuga Bay. Vous avez des options comme ça pour agrémenter vos forces. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, grâce à ces mélanges, eh bien vous avez voilà des Destroyers à ma sauce, la sauce de Bashar. Pour les socles, moi je suis très mauvais en socle, ou du moins j'essaie de faire simple, donc encore une fois j'ai économisé mon argent, et j'ai acheté des batteries de socle d'un studio anglais d'impression 3D qui s'appelle Unreal Wargaming Studio, et ça vous fera des socles absolument premium, c'est-à-dire l'impression est incroyable, avec des prix abordables, je dois dire. Je suis étonné de leur qualité par rapport au prix. Et du coup vous avez des socles de tout type, c'est-à-dire que vous avez des socles, là j'ai choisi Grava urbain, et puis vous avez des socles de toute taille, de tout type. Vous avez des tranchées pour par exemple vos Kriegsmen, vous avez des temples pour vos custodiens, pour vos wordbearers, etc. C'est super sympa. Et en plus de ça, vous avez des tailles de Dreadnought, vous avez des tailles de personnages, vous avez également des bundles, alors je fais la pub, hein, mais je suis pas payé. Vous avez des bundles, par exemple, quand il y a une boîte de départ qui sort pour Warhammer, 40 000, 30 000, etc., vous avez des bundles avec le pile-poil le bon nombre de socles qu'il vous faut pour toutes les figurines qu'il y a dans la boîte, donc vous avez même pas besoin de réfléchir. Franchement, c'est un super site, je recommande. Ensuite, pour ce qui est des pigments, j'ai utilisé des pigments orange parce que ça contraste bien et puis ça donne un côté rouille. Alors c'est pas de la rouille, c'est plus de la terre martienne, mais j'ai bien aimé. Et en ce qui concerne le finish, moi j'utilise toujours des couches à l'airbrush de vernis ultra mat de chez Vallejo. Donc en fait, le ultra mat, moi je suis un bandeur de mat, c'est-à-dire que si votre figurine est mat, je bande. Ok ? Ça c'est incroyable. Et pour compenser l'aspect du métal qui aurait été trop brillant, je les ai rendus très mat. Donc là, ils ont des lumières en plein dans la gueule, donc forcément, ça se voit un peu moins. Mais à la lumière naturelle, vous les verriez, vous direz, ah ouais, beau mat. Donc là, la deuxième escouade de Destroyer Mortalis que j'ai, c'est la squad Darius, donc elle a son propre symbole sur les épaulières. Celle-là est équipée exactement pareil que l'autre, c'est-à-dire que vous allez trouver le sergent qui a le Thunderhammer, les mêmes types de bombes, 10 personnes encore, sauf que cette fois les armes spéciales c'est des désintégrateurs. Et il faut savoir qu'à l'époque de la V2, les seules personnes à pouvoir équiper les désintégrateurs, ce sont les destroyers. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avant la V3, qui a standardisé les désintégrateurs, notamment sur les Saturniens, notamment sur les vétérans de Légion, etc. Là, vous avez devant vous les seules personnes à pouvoir porter un désintégrateur sur l'entièreté de la V2. Et ça, c'est super intéressant, ça m'a attiré tout de suite parce que je me suis dit, bon, l'arme coûte cher, mais c'est encore une fois incroyable, vous avez une arme complètement interdite par la Convention de Genève, vous avez des criminels de guerre en puissance, allons-y, je vais payer 25 points je vais payer 25 points pour avoir mes 2 désintégrateurs dans les squads. Et les destroyers qui sont équipés de désintégrateurs sont des tueurs de Dreadnought, sont des tueurs de Terminator, donc c'est vraiment sympa, ça me permet de l'avoir de l'anti-gros, voire de l'anti-très gros. Même technique de peinture, vous verrez sur ce désintégrateur là, la simplicité avec laquelle je peins pour avoir des résultats tout à fait honnêtes par rapport au temps de travail. La base en métal c'est en une couche, avec les petits reliefs, les petits détails en bronze, une couche, rien d'autre, nada, je vais pas travailler pour rien, ça m'intéresse pas, je veux quelque chose
d'efficace et qui pète et qui ait de la personnalité. C'est ça mon objectif quand je fais une armée, c'est d'avoir de la personnalité sans être un bourreau de travail et que tout soit pas parfait, ça c'est pas grave, tant que c'est regardable. La troisième escouade, c'est la squad qui s'appelle Slayer. Pourquoi ? Parce que j'ai recopié, pour les fans de Doom, j'ai recopié la marque du Slayer sur leurs épaulières en l'arrangeant un petit peu à ma sauce. C'est la rune d'identification de cette escouade. Et comme le Slayer c'est un badass, je me suis dit j'ai envie que mon escouade d'assos soit encore des badass également. Et je vais lui rendre hommage parce que l'esthétique de Doom, je dois dire qu'elle est sous-cotée. Les gens ils aiment bien Doom pour la musique qui est excellente, ils aiment bien Doom pour la vibe qui est excellente, mais regardez un petit peu les concept art, regardez un petit peu l'art derrière Doom et vous verrez que c'est des gens de très haut niveau qui font ça. La squad Slayer, c'est la seule squad aéroportée, donc vous voyez ils ont des jetpacks. Ces jetpacks MK4, je les ai également achetés sur Tortuga Bay. Donc encore une fois, j'ai économisé de l'argent, alors certes en achetant des bits, parfois au prix fort, mais avec du coup la capacité de ne pas avoir d'acheter trop de boîtes. Et je préfère ça plutôt que d'empiler du matos. Et puis pour quelqu'un qui n'a pas d'imprimante 3D, moi je préfère. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette escouade ? J'ai voulu, vu qu'ils ont une capacité de projection supérieure, les équiper un peu plus pour le corps à corps. Donc c'est-à-dire que dans cette escouade de 10 personnes, ou de 2x5 si j'ai envie de la diviser, vous avez toujours le sergent en Thunderhammer. Ensuite, vous avez des meltabombes, parce que j'ai besoin de tuer des tanks parfois, donc eux ils sont parfaits pour ça, puisqu'ils peuvent bouger très vite et sauter avec leur jetpack. Il va y avoir également 2 dans l'escouade qui ont une Power Maul, donc ça c'est pour frapper très vite et attaquer les marines d'en face et les écraser le plus possible avec l'AP3 de l'arme. Et toute l'escouade est armée de pistolets à flamme de la Death Guard, donc toxiques, ça veut dire qu'ils blessent sur du 2+, tout ce qui est organique, d'accord ? Donc ça veut dire qu'ils peuvent aligner 60 blessures, il n'y a aucun problème, ils refont le Drop Site Massacre en live. J'ai déjà eu des fois où sur la table, les mecs te sortent 20 personnes juste en une frappe. Comme ça, c'est incroyable. Et dans l'escouade, il y a également 2 armes qui sont exclusives au Destroyer, encore une fois, que j'étais obligé d'inclure du coup parce que je voulais tout ce qui était exclusif au Destroyer à l'époque, dans cette armée. Ce sont les Toxiferan Flamers, donc ce sont des gros flamers qui sont capables également de faire des coups critiques, ce qui est très intéressant pour des flamers qui sont pas, en général, très forts pour blesser, et qui n'ont pas une haute pénétration d'armure. Là, vous avez des flamers qui vont faire une chier de touche, et en plus de ça, si vous avez de la chance, ils passent PA 2. Et ça, c'est vachement fort, parce que du coup, ça met à mal tout ce qui est Terminator, personnage. Personne n'est à l'abri de mes Black Shield. C'est ça qui est super. C'est pas une armée qui est méta, c'est pas une armée qui est très forte. À vrai dire, j'ai plus de lose que de win avec, mais en fait, la personnalité est telle que c'est un plaisir à chaque fois de les jouer. Parce que aucune game ne se ressemble et tout le monde que j'affronte, je pense, a une nouvelle expérience. Et comme l'armée n'est pas non plus ultra oppressante à jouer, puisque j'ai peu de marines, ils coûtent tous très cher, bah en fait, je pense que les gens s'amusent contre mes Black Shield, je pense, en tout cas. Je l'espère, parce que c'est ça mon but, c'est d'offrir une bonne expérience à mes adversaires. C'est ça Horus Heresy en fait. Ensuite, vous avez l'homme, la légende, le mythe, Dracon lui-même, qui est basé du coup sur le consul de Légion, Siegebreaker. Donc pourquoi j'ai pris le Siegebreaker ? C'est parce que déjà, il est considéré comme étant du même acabit que les Destroyers, c'est-à-dire que il va être équipé de Phosphex, il va être équipé également de règles qui lui permettent de donner des munitions au Phosphex à toutes les rapières de Légion que vous prenez dedans, qui sont des sortes de lance-grenades améliorées ou de plateformes de tir améliorées. Bah lui il va leur donner du Phosphex. Donc ça veut dire que je vais balayer la table de camembert, c'est-à-dire des gros cratères qui vont être enflammés pendant toute la game, et tous ceux qui passent dedans, ils vont devoir faire des tests de terrain dangereux, et ça c'est vachement cool. Donc là vous voyez, j'ai fait une petite conversion de son casque, je lui ai mis une crête dessus, violet parce que j'adore le violet, et puis pourquoi pas, hein, ça, c'est la seule fois dans mon armée où on voit du violet, donc autant que ce soit pour le chef. Dracon du coup il a un casque de Destroyer également, alors qu'il n'est pas prévu dans le kit à la base, et un Thunderhammer. De plus, il a une Vox, et en fait il va aller se camper avec les escouades de lance-roquettes, en général en hauteur, il observe la bataille, et en fait avec sa petite tablette, il va donner des ordres à toute son armée, et ça, ce qui est très bon avec ça, c'est que les tablettes vous permettent
à chaque fois que vous lancez un jet de déviation, donc c'est-à-dire que vous lancez un missile, que vous lancez une roquette, que vous lancez une munition de phosphex dans l'armée, croyez-moi il y en a beaucoup, et bien en fait elle vous permet de reroll le dé de déviation une fois, tant que Dracon a une vue sur la cible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en position de stratège, en haut de la bataille, et il va aider ses amis à viser. Et ça j'adore, parce que ça rentre vraiment dans le côté stratège du personnage. C'est un personnage inquiétant, et qui est quelqu'un qui est pas forcément dans l'action tout le temps, c'est quelqu'un de prévoyant, si vous voulez, dans le lore. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je lui ai donné du coup le trait de seigneur de guerre Black Shield, Twisted Strategist. C'est un trait de seigneur de guerre unique au Black Shield, qui permet en fait au seigneur de guerre, une fois par tour, pendant la durée d'un tour total, de donner un ordre différent à quelqu'un dans son armée, en lui donnant une nouvelle règle. Donc c'est pas des règles très fortes, mais on peut avoir une adaptation supplémentaire avec ces ordres. Par exemple, il peut donner dissimulation, qui rend les cibles plus difficiles à toucher au tir. Il peut donner contre-attaque, donc améliorer la contre-attaque déjà existante de ses Black Shield, donc éventuellement retourner une charge adverse à son avantage. Il peut donner tir de précision, etc. Donc c'est vraiment sympa, vous pouvez donner des ordres comme ça, il y a vraiment le côté, le gars qui va déléguer à ses Black Shield, et c'est un peu le côté, comment dire, le chef de guerre qui va faire en sorte vraiment que son plan soit accompli, quitte à ce qu'il y ait des pertes. Moi j'aime beaucoup ça. Récemment, j'ai mon pote qui m'a offert le kit, parce que moi je n'ai pas acheté Saturnine vu que je ne vais pas jouer à la V3, il m'a offert quand même le kit du Praetor Saturnien. Moi, j'aime beaucoup ces Saturniens. Alors, bon, les designs sont ce qu'ils sont pas forcément les mieux, mais bon, moi vous savez, j'adore les gros marteaux, j'adore les grosses armures, donc pourquoi pas. Ça m'a fait très plaisir qu'il me l'offre, et du coup je me suis dit, en fait, j'hésitais entre le mettre, je sais pas, dans une force de Terminator, mais en fait je me suis dit, ça va être Dracon en armure Terminator saturnienne. C'est-à-dire qu'en fait, quand il veut vraiment aller au combat et casser des gueules, il va prendre son armure saturnienne modifiée et il va aller tuer des gens. Alors vous voyez que je l'ai monté avec le marteau saturnien, et normalement il devrait avoir un éclateur à plasma sur le gantelet, et ben moi j'ai fait une petite conversion. J'ai pris un des lance-roquettes toxiques de mes destroyers qui me restaient en rab, et je l'ai converti, je l'ai attaché à son bras. Et en fait, ça représente bien le côté armure modifiée. Armure modifiée par un gars qui l'a récupéré pour éventuellement en faire du sale, si vous voyez ce que je veux dire. C'est du brick et de broc, récupéré, modifié, augmenté. C'est ça l'intérêt. C'est des Black Shield. Ils ont pas l'arsenal des légions, ils ont pas l'argent de Rogaldorn, donc ils récupèrent ce qu'ils peuvent, ils modifient. Et ça c'était vraiment très cool. Donc j'ai encastré avec force difficulté un casque de Destroyer dedans, parce que j'allais pas me passer de cette esthétique, mine de rien. Et voilà. Alors, vous allez me dire, un Saturnien alors que tu joues en V2. Eh ben oui les gars, parce que nous, on en a rien à faire. Dans mon groupe, on invente nos propres règles, pour s'amuser. Alors on essaie de rendre ça le plus fair possible. On s'est inspiré des règles de la V3 en ce qui concerne les Saturniens, et on l'a adapté à la V2 avec toutes les spécificités de la V2. Est-ce que c'est parfait? Non, mais on a fait ça sur plusieurs unités. Et du coup, on obtient un Dracon en armure saturnienne jouable, avec un marteau de concussion saturnien et un lance-grenade qui balance des petites grenades au phosphex. Il peut en lancer 3 par game, parce qu'après il a plus de munitions. Et il avance très lentement, il est très lent, mais par contre il met des patates, voilà, force 10, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous donner une idée, le marteau de concussion saturnien, on lui a donné la règle, à la place d'être du coup force 8, PA 2, brutal 2, il va être force 10, PA 1, brutal 3. Donc en fait, c'est comme un point de Dreadnought monté sur une armure portative. Il bouge que de 5 pouces, donc vous rassurez-vous, il va pas aller très vite au corps à corps. Mais c'est vachement cool d'inventer ses propres règles, moi je conseille. Donc en termes de marquage, là vous voyez qu'il y a un marquage sur son épaulière. Ce marquage en fait c'est le marquage de l'Ordo Reductor du Mechanicum, donc en fait ce sont les servants du dieu destructeur. C'est-à-dire l'Omnimessie destructeur, c'est le Unmaker God, c'est le dieu de la destruction de Mars en fait. Pourquoi
Du coup, parce que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la force mécanisée des Black Shield, mais Dracon a récupéré également, non pas que des Space Marines, mais également un Tech Priest de Mars, qui est lui-même un servant de l'Ordo Réductor, et qui était sur Isvan, ou je ne sais pas où, mais en tout cas, il était avec un petit contingent d'automates et d'androïdes de l'Ordo Réductor. Et du coup, Dracon lui a demandé de modifier cette armure saturnienne qu'il avait récupérée. Et qu'est-ce que ça a fait de la modifier? Déjà, ça veut dire qu'il peut tirer des munitions empoisonnées, comme je l'ai dit, mais en plus de ça, son nouveau trait de seigneur de guerre, quand il est comme ça, c'est que s'il meurt, eh bien, il explose. Donc ça, j'ai repris ça de la V3, puisque dans la V3, j'ai cru comprendre que les Saturniens pouvaient exploser, ou alors le chef peut exploser, je sais pas exactement. Mais en tout cas, lui, il explose, il a une petite explosion, et en fait, ça réplique l'impact d'une munition au Phosphex. Voilà. Donc c'est force 5, PA2, Flashbane. Et du coup, ça permet, voilà, de punir un peu les gens qui l'ont tué s'il a été tué au corps à corps. Et en même temps, voilà, c'est pas non plus broken. C'est juste, voilà, une galette de Phosphex en plus, centralisée sur le Seigneur de Guerre. En termes de points, je crois qu'on l'a mis à 225 points. Enfin, c'est un gros papa. Hein. On l'a. En général, quand on crée des règles avec mes amis, on overprice un petit peu. C'est-à-dire que pour s'assurer que ce ne soit pas trop fort ce qu'on fait ou trop game breaking, on fait en sorte que soit les gens soient plus faibles que la moyenne, soit plus chers que la moyenne. Voilà. Ensuite, on a Trosk Damaskar. Trosk Damaskar, c'est un Morita. Un Morita que c'est un des modèles que j'ai acheté à Warhammer World quand j'y suis allé. Donc c'est un souvenir. Une plaie à monter, hein. D'ailleurs, les câbles là qui te vendent tout droit et qu'il faut les plier toi-même avec de l'eau chaude, là, pas possible. Hein. Je ne recommanderais pas l'expérience, mais bon, je voulais absolument un souvenir là-bas. Donc, Trosk Damaskar, qui est pas souvent appelé Trosk Damaskar. Tout le monde l'appelle, et moi le premier, Pistolero. Pourquoi? Parce que Pistolero, c'était un gars que je connaissais en ligne qui était vraiment marrant, et qui s'appelait Pistolero, El Pistolero, et du coup j'ai voulu lui dédier cette figurine parce que c'est un cowboy, il a deux Glocks et il va vous tuer. Donc, c'est un destroyer que je joue en électron libre, il n'est jamais en escouade, il va uniquement voler jusqu'à éventuellement votre chef ou un truc que vous voulez pas forcément voir mourir. Et bien le pistolero, il va voler jusqu'à lui, il va prendre ses 2 pistolets désintégrateurs. Là oui, c'est du plasma, mais ils vendent pas de kit avec du désintégrateur malheureusement, donc on fait comme si, c'est pas grave. Et il va tuer tout le monde, parce que lui il a 6 phases de tir à la suite s'il a pas de malchance. Et franchement, quel plaisir de voir un mec se faire one-shot son Dreadnought parce qu'il pensait que Dreadnought en V2 c'est pété. Voilà, donc on a le pistolero, c'est-à-dire il vole à un endroit, il tue tout le monde et ensuite il meurt. Il meurt à toutes les games, hein, mais c'est drôle. Moi j'adore pistolero. Et enfin, en termes de personnages pour cette vidéo-là, je vous présente du coup Oblin Trégus. Donc lui c'est le maître apothicaire de la compagnie. Alors, vous allez me dire, mais attendez, un maître apothicaire dans une compagnie destroyer, c'est bizarre, c'est des gens qui ont pas d'apothicaire normalement. Alors, je suis d'accord. En général, les destroyers ne recommandent pas les apothicaires dans leur troupe. Pourquoi? Parce que c'est des mecs qui sont prêts à mourir tellement ils utilisent des armes interdites et toxiques. Ils savent qu'ils vont mourir, donc ça sert à rien en fait de prendre un apothicaire. Sauf que le mien, déjà il a été sauvé par Dracon, donc il lui doit une fière chandelle, et en fait, contrairement aux légions de 200 000 Space Marines, bah lui il n'a que sa petite compagnie de destroyers. Donc perdre un homme dans le lore c'est beaucoup. Donc tant pis, on va utiliser un apothicaire, on va sauver qui on peut. D'accord? C'est comme ça qu'il voit les choses Dracon, il est quand même pragmatique. Oui, ces hommes sont sacrifiables, mais pas à n'importe quel prix. Ils coûtent cher ces hommes, en points, en temps, en argent, en équipement. Ils sont très bien équipés ces hommes, donc faut pas qu'ils meurent tout de suite. Pas tout de suite en tout cas, sauf Pistolero. Mais en tout cas, mon apothicaire, qui normalement ne peut pas rejoindre des squads de destroyers, puisque les destroyers ont la règle Bitter Duty, ou après au devoir en français, qui ne peut pas être rejoint par un personnage qui n'aurait pas Bitter Duty ou après au devoir, bah en fait je la contourne un peu, donc dans les games amicales, on s'en fout complètement, et des fois on peut jouer avec le Liber Fanmade, Liber Panoptica. Donc voilà, Liber Panoptica vous permet d'avoir un rite de guerre qui permet de faire full destroyer, d'accord, sans passer par les Black Shield ou quoi, et en même temps vous permet d'acheter la règle Bitter Duty pour un personnage qui ne l'aurait pas. Donc voilà, pour si jamais vraiment on veut que j'achète cette règle, bah je l'achète, y a pas de souci. Moi je me fie, je préviens mon adversaire, je lui explique à l'avance, je lui dis bah voilà, il y a telle règle qu'on suit pas vraiment pour des raisons de fluff, pour des raisons de lore. Donc ce qui va nous intéresser c'est plus le côté narratif.
Si ça lui pose un problème, il n'y a pas de souci, je le prends pas. Par contre, c'est comme mon Saturnien, je lui dis voilà, si ça t'intéresse d'avoir une expérience un peu unique et que tu te sens chaud et on y va, et bah il me dit on y va. Et du coup, je lui achète la règle ou pas, ou je lui donne, enfin bref. Vous aurez compris, ici c'est vraiment narratif ici. On va pas se faire chier à suivre des règles qui vont nous empêcher d'avoir la meilleure expérience possible. D'accord? Les règles, c'est marqué hein, dans le livre de règles de la V2 et de la V1, c'est marqué, les règles ne sont que des rails à suivre, ce ne sont pas quelque chose qu'il faut se fier à tout prix, il faut avoir du fun, c'est ça la première règle. D'accord? Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Ensuite, pour finir, du coup, je vous montre, on a un exemple de rhino, que je fais tourner là devant vous. Mes 2 escouades à pied de Mortalis ont des rhinos, pour être capable de se déplacer plus rapidement. Sachant que les désintégrateurs sont des armes d'assaut, donc c'est parfait pour sortir d'un transport et avoiner un max, ainsi que les lance-roquettes radioactifs passent assaut, puisqu'ils ont un suspenseur web si vous êtes à mi-distance, donc ça veut dire que pareil, vous pouvez avoiner aux lance-roquettes, c'est quand même pas mal, hein, moi j'adore. Donc vous allez me dire comment est-ce que je peux reconnaître les rhinos, quel rhino va à quelle escouade, et ben en fait, tout simplement, je vous le montre, regardez. On a les symboles de chaque escouade sur la coque du rhino. Et ça, je pense que c'était une bonne idée, parce que ça permet de différencier les rhinos, qui se ressemblent sinon. Et bien en fait, tout simplement, ces rhinos-là, qui ont également d'ailleurs hein, les lance-flammes toxiques de la Death Guard sur les coutilles, et bien, ils appartiennent à l'escouade Sacrifice, et à l'escouade Darius. Et en fait, c'est comme ça que je les reconnais. Donc des fois, je peux scinder aussi les escouades. Je peux donner par exemple 5 mecs de l'escouade Darius dans un rhino et les 5 autres dans l'autre. Ça dépend vraiment de la partie, ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on veut faire pour visualiser cette partie. Donc globalement, j'ai fait le tour de tous mes Space Marines, d'accord. L'armée n'est pas complète à ce niveau-là, c'est-à-dire que moi il me reste, comme je l'ai dit, division blindée, division mécanique, Dreadnought, etc. que je vous montrerai la prochaine fois. Là, on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez kiffé. Moi, c'est un vrai plaisir hein, de vous montrer mon armée parce que c'est un travail de labeur, c'est un travail de prévision et franchement, je suis super fier. Il n'y a personne au monde qui a mon armée. C'est quelque chose que vous retrouverez nulle part et franchement, je suis super fier et j'espère que ça pourra vous inspirer. En tout cas, les gars, je vous salue bien bas et surtout, n'oubliez pas, à la fin de ma petite présentation là, il y a la deuxième partie du lore. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun problème. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et si vous voulez voir une partie de mon armée, une autre en particulier, n'hésitez pas à me le dire, hein, je tiens compte. Aucun problème les gars. Moi, je vous dis à plus, prenez soin de vous et ciao. La voix rauque avait surgi de la pénombre à un croisement de tunnels. Nazar et ses hommes avaient été pris en embuscade, et nombre de Space Marines en armure les tenaient en joue avec des armes dont ils ne reconnaissaient pas la facture. Ils savaient que c'était inutile de chercher à mentir ou de désobéir. La survie était tout ce qui lui importait. Alors, gardant ses armes pointées vers le sol, le Salamander répondit. « Sergent Nazar des Salamanders, je mène mes hommes et nos frères de la Raven Guard hors de la zone de combat pour tenter de rallier nos légions et d'évacuer la planète. » Voyant qu'aucune réponse ne leur était faite par le mystérieux groupe d'intrus, Nazar insista. « Qui êtes-vous et de quelle légion répondez-vous » Finalement, l'homme qui lui avait demandé son matricule s'approcha en sortant de l'ombre. C'était un Space Marine en armure complète et qui avait eu l'ensemble de ses marquages effacés de la céramite ou rayés à la lame. « Mon nom est Dracon. Ma légion et celle de mes amis n'a plus d'importance. » À ces mots, les Astartes, qui se tenaient derrière lui, firent un pas en avant, leurs armes toujours pointées sur l'escouade de Nazar. Il observa immédiatement qu'eux aussi avaient effacé leurs marquages et signes distinctifs. Cependant, il pouvait reconnaître les couleurs de leurs armures d'origine. Ici,
un Iron Hand, là un Ravengard, et là... Nazar porta immédiatement la main à son pistolet bolter, et en reconnaissant les couleurs violettes et blanches typiques des Emperor Children, une légion qui avait massacré nombre de loyalistes à la surface, 8 jours plus tôt. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous !» Nazar interrompit son geste, sachant bien qu'il serait exécuté avant même d'avoir le temps de tirer. « Que font des frères avec cette immonde engeance de Fulgrim ? Ma légion, et celle de mes amis n'a plus d'importance, répéta Dracon. Mais alors ? Nous avons trouvé un site de décollage souterrain, l'interrompit l'énigmatique Space Marine. Une barge pour nous mener en orbite et disparaître dans le vide. L'escouade de Nazar s'échangea des regards d'incompréhension, comme si les guerriers n'osaient pas croire à cette chance qui leur était présentée. Dracon poursuivit. Nous ne discriminons pas ceux qui souhaiteraient nous accompagner. Il n'y a qu'une seule règle à suivre. Et laquelle ? Répondit Nazar. L'abandon de votre vie passée et de vos légions mortes. Vous effacerez vos marquages et vous romprez vos vœux. Ensuite, vous serez des nôtres. Nazar comprit qu'il avait en face de lui des renégats, mais qui n'étaient pourtant pas tous parmi les traîtres qui avaient combattu sa légion à la surface. Il se tourna face à ces hommes et les consulta en vox privé pendant 1 minute. Au terme des délibérations, environ 50% de son escouade souhaitaient saisir cette opportunité. Les autres désiraient ardemment venger leur légion, et aucun ne souhaitait cohabiter avec des Astartes de légion traîtres qu'ils haïssaient. « Que les intéressés passent derrière mes hommes !» fit Dracon. « Vous trouverez notre garnison au bout de ce tunnel. Les autres seront libérés. » C'est sans prononcer d'adieu que la moitié des hommes de Nazar fit lentement marche pour rallier la force de Dracon, baissant la tête sous le poids de la honte et des regards de ceux qui restaient fidèles à leur serment. Nazar était de ceux-là, et sa volonté de vengeance était trop grande pour pactiser avec ceux qu'il voyait comme ses ennemis. Dracon inclina la tête et se détourna. « Adieu !» Avant de disparaître à la suite de ces nouvelles recrues, il posa une main sur l'épaule d'un de ses hommes, qui tenait toujours Nazar et son escouade en joue, et lui adressa un regard entendu. Puis, il s'évanouit dans les ombres. Les rafales de bolts qui suivirent furent entendues dans une bonne partie des tunnels. Dans la garnison improvisée des hommes de Dracon, on tendit des lames aux Ravengard et aux Salamanders nouvellement recrutés, afin qu'ils effacent les symboles de leurs anciennes légions. Ces derniers, aux âmes damnées, surent alors que leur fidélité à l'Imperium était morte, au même moment que Nazar et les autres avaient été exécutés par leur nouveau maître.